Bonjour. Parlons aujourd'hui des règles fondamentales concernant la durée du travail. Une séquence là aussi assez technique avec beaucoup de chiffres, quasiment que des chiffres, donc bon, pas forcément difficile, mais bon, avec beaucoup d'informations donc techniques hein, sur les règles concernant donc la durée du travail et le temps de travail. Mais bien sûr, on commence forcément par un cas pratique, une histoire qui est arrivée à notre ami Fred récemment. Fred qui a vu débarquer un inspecteur du travail dans son entreprise et donc qui vous raconte ses mésaventures. Voilà, un inspecteur est passé hier et il lui a demandé le décompte du temps de travail effectué par tous les salariés de son équipe la semaine dernière. Fred n'a pas été en mesure de lui fournir ses décomptes et il est très ennuyé. En fait, il a essentiellement des commerciaux dans son équipe qui organisent leur temps de travail un peu comme ils veulent en fonction des objectifs que Fred leur fixe, du nombre de visites à faire, de leur chiffre d'affaires mensuel, etc., etc. Et donc Fred vous demande, mais c'est quoi ces décomptes qui sont demandés par l'inspecteur du travail et que risque-t-il lorsqu'il n'est pas en mesure de les fournir donc, à l'inspecteur à sa demande? Réponse à la fin de la séquence. Voyons tout d'abord le principe sur la durée du travail et donc tout d'abord la durée légale du travail. Vous le savez, là je ne vais rien vous apprendre du tout. La durée du travail pour les salariés à temps complet, elle est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises, tous les employeurs, quel que soit leur effectif. Mais attention, ce n'est pas une durée impérative, c'est un seuil au-delà duquel vont être calculées les heures supplémentaires. C'est ni une durée minimale, ni un maximum. Autrement dit, des heures supplémentaires peuvent parfaitement être accomplies au-delà donc de ce seuil de 35 heures. Quelle est la durée légale du travail? Donc je répète, 35 heures par semaine. Rapporté au mois, cela fait en principe une moyenne de 151,67 heures donc mensuelles. Et à l'année, on est sur 1607 heures, ce qui correspond à l'équivalent de 35 heures hebdomadaires donc tout au long de l'année. Cela concerne dans toutes les entreprises, on l'a vu. Les accords collectifs peuvent prévoir une durée de travail supérieure ou inférieure à 35 heures, sous réserve évidemment d'organiser la gestion des temps qui dépassent, qui peuvent être soit payés en heures supplémentaires, soit compensés par du temps, tout dépend de ce que prévoient les accords, sachant qu'en principe, en dehors d'un accord spécifique, les heures qui vont dépasser ces limites de 35 heures, etc., doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Quelle est la durée maximale quotidienne du travail prévue par le Code du travail? On est sur une durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogation. Un salarié, en principe, n'a pas le droit de travailler au-delà de 10 heures effectives par jour. Sauf dérogation, bien sûr, il y a toujours des dérogations. La première, c'est celle qui correspond en fait à la demande de l'employeur sous réserve de l'accord de l'inspecteur, qui pourra, le cas échéant, sur vraiment des situations exceptionnelles, autoriser un temps de travail qui pourra aller jusqu'à 12 heures par jour, sous réserve également des situations d'urgence liées à des surcroîts temporaires d'activité. Dernière dérogation, on peut avoir aussi un accord d'entreprise ou d'établissement, voire même une convention ou un accord de branche, qui peuvent prévoir en cas de forte activité ou bien pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, une limite de 12 heures par jour de travail effectif. Ça, on le rencontre assez souvent dans l'industrie et notamment lorsque les salariés travaillent le samedi et le dimanche sur la base de 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche. C'est validé, c'est rendu valable par les accords collectifs. S'agissant des durées maximales hebdomadaires cette fois-ci, le Code du travail donc limite la durée hebdomadaire à 48 heures, avec tout de même une moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives. Cette moyenne de 44 heures peut être portée à 46 heures, toujours sur 12 semaines, si une convention ou un accord le prévoit. L'accord peut être un accord d'entreprise, d'établissement ou bien par défaut un accord de branche. Ou à défaut, si on n'a pas d'accord qui prévoit d'augmenter cette moyenne à 46 heures, ça peut être après autorisation de l'inspecteur du travail. Alors une dérogation absolue avec l'accord de l'inspecteur du travail rend possible donc le temps de travail jusqu'à 60 heures par semaine. Enfin, c'est quand même excessivement rare aujourd'hui que l'inspecteur accorde la possibilité pour les salariés de travailler jusqu'à 60 heures par semaine. C'est presque le double de la durée hebdomadaire. Alors le Code du travail prévoit les durées maximales du travail, mais il prévoit aussi les temps de pause obligatoires. Et donc voilà les 3 temps de pause obligatoires prévus par le Code du travail. Tout d'abord,
l'obligation de se reposer 20 minutes consécutives au bout de 6 heures de travail, l'obligation de se reposer 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ou bien 9 heures, là encore si on a un accord collectif qui le précise, et l'obligation de se reposer 35 heures consécutives entre 2 semaines de travail. Attention, les modalités de calcul des 11 heures et des 35 heures sont faites de porte à porte. Autrement dit, je quitte l'entreprise, mettons, samedi à 20 heures et je reviens le lundi matin à 7 heures du matin. Donc je quitte l'entreprise même si j'ai 2 heures de trajet pour rentrer chez moi. On va commencer à compter donc le temps de repos à partir de ce moment-là. Et donc le temps s'arrêtera, la notion, le calcul des 35 heures de repos s'arrêtera lorsque je reviens dans l'entreprise le lundi matin. Donc si je pars le samedi à 20 heures et que je reviens le lundi matin à 7 heures du matin, j'ai bien mes 35 heures consécutives de repos. Donc la règle est respectée. Alors pour les mineurs, attention, pour le travail des jeunes de moins de 18 ans, il y a quand même des précisions ou des dérogations ou des limitations plutôt par rapport à ce temps de travail. On est sur 8 heures par jour maximum, 35 heures par semaine maximum, donc pas d'heures sup en principe pour les mineurs, sauf après accord de l'inspecteur et avis du médecin du travail. Et dans ce cas, on sera limité à 5 heures par semaine, ce qui veut dire qu'un mineur pourra faire éventuellement 40 heures de travail par semaine, mais sous réserve, je répète, de l'accord de l'inspecteur et de l'avis du médecin du travail. Les mineurs doivent se reposer 30 minutes de pause, doivent avoir 30 minutes de pause au bout de 4h30 de travail. Pour les majeurs, c'est donc 20 minutes toutes les 6 heures. Le temps de repos quotidien, il est de 12 heures. Pour les majeurs, c'est 11 heures. Et il est de 48 heures entre 2 semaines de travail. Pour les majeurs, il est donc de 35 heures. Donc des mesures qui augmentent le temps de repos et pour protéger donc la santé donc, des jeunes. Comment comptabilise-t-on la durée du travail pour vérifier donc que ces limites ou le dépassement éventuellement de ces limites? Eh bien, cette durée du travail s'apprécie par rapport au temps de travail effectif du salarié, c'est-à-dire par rapport au temps qui est réellement effectué par le salarié sur son poste de travail. Et donc, on va exclure de ce calcul les temps, par exemple, de présence dans l'établissement ou dans l'entreprise et qui ne sont pas réellement du temps de travail effectif. Voilà la définition que donne le Code du travail du temps de travail effectif et qui permet de comptabiliser donc ce temps. C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Donc on est là sur vraiment le temps de travail réel effectué sur le poste de travail du salarié et on exclut en principe les temps de pause, les temps de repas, bien sûr, et donc les temps pendant lesquels le salarié n'est pas en train d'effectuer son travail. Comment réaliser le décompte du temps de travail? Là, c'est pour répondre directement à notre ami Fred qui est en mauvaise posture par rapport à son histoire. L'employeur doit décompter le temps de travail des salariés de manière obligatoire. Pour ça, il a plusieurs modalités possibles. Si dans l'entreprise, on est en horaire collectif, c'est-à-dire que si tous les salariés de l'entreprise ou bien les salariés d'un même service ont tous les mêmes horaires, cet horaire devra être affiché dans l'entreprise et tenu à disposition de l'inspecteur du travail. Et ça suffira pour que l'employeur respecte cette obligation de décompte du temps de travail. Autrement dit, quand on est sur un horaire collectif et que tous les salariés sont soumis aux mêmes horaires, on a des panneaux d'affichage, l'inspecteur ira regarder les panneaux, ce qui figure sur les panneaux. Il aura éventuellement le document qui lui aura été transmis disant quels sont les horaires de l'entreprise et donc du coup, il ne pourra pas demander à l'employeur quoi que ce soit d'autre. Par contre, à l'inverse, lorsqu'on est sur des horaires individuels, eh bien, le décompte devient obligatoire pour chaque salarié. Et à partir de là, à l'employeur de s'organiser et de mettre en place un système de décompte du temps de travail par un système de badge ou de pointeuses. Les pointeuses, c'est un peu obsolète aujourd'hui. On n'est plus sur des histoires de badge. Enfin, pointeuse, ça peut encore exister dans certaines entreprises. Ça peut être aussi un système purement manuel, donc le fait d'indiquer manuellement sur une fiche son heure d'arrivée, son heure de sortie signée par le salarié, contresignée par l'employeur ou l'inverse. Et une autre forme de décompte, c'est celle qui va concerner précisément les salariés en forfait jour, donc qui ne sont pas tenus à des horaires, mais à un nombre de jours travaillés dans l'année, et pour lesquels l'employeur devra produire un décompte selon le nombre de jours travaillés dans l'année. Donc obligatoirement, pour des horaires individuels, il faut que l'employeur puisse démontrer
le temps de travail fait par ses salariés par le biais d'un de ces décomptes ou d'une de ces organisations de décompte. S'il ne le fait pas, l'employeur risque des sanctions pénales. Donc, voilà donc les sanctions encourues par l'employeur. Lorsqu'il n'a pas prévu un système donc, de comptabilisation des horaires à produire à l'inspecteur du travail le cas échéant, eh bien, l'employeur risque les amendes prévues ou une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, c'est-à-dire une amende de 450 €. Attention, cette amende étant multipliée par le nombre de salariés pour lesquels on n'est pas en mesure de fournir le décompte en question. Donc, vous avez fait le calcul vous-même. Pour revenir à notre ami Fred, il n'a pas été en mesure de produire le décompte nécessaire ou de produire à l'inspecteur les décomptes correspondant au temps de travail des salariés de la semaine dernière. Il est donc passible, effectivement, d'une amende qui va être de 450 €, donc contravention de la 3e classe, 450 € multiplié par le nombre de salariés de son équipe. Eh bien oui, pauvre Fred. Combien de salariés dans son équipe? Une quarantaine, donc effectivement, il risque potentiellement donc une amende de 450 €, donc cette fameuse contravention de la 4e classe, multipliée par environ 40 salariés pour lesquels il n'aura pas été en mesure de fournir à l'inspecteur le décompte. Donc ça fait cher, hein. Maintenant, attention, il faut dire à Fred que ce n'est pas parce que l'inspecteur lui a demandé ce décompte et qu'il n'a pas été en mesure de le fournir que pour autant il y aura une amende systématique. L'inspecteur va, le cas échéant, dresser un procès-verbal qui va atterrir sur le bureau du procureur et puis ensuite on verra bien. Mais il n'y a même pas forcément systématiquement de procès-verbal, bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces règles fondamentales sur la durée du travail. Et je vous donne rendez-vous très rapidement sur une autre séquence dans le cadre de ce MOOC.